Bonjour à tous, bienvenue dans le Débathlon, émission que vous pouvez suivre sur le site de agoranewsautomobility.fr. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'énergie alternative autre que l'électrique, puisque nous abordons régulièrement le sujet lié à la transition énergétique. Nous avons des invités de marque autour de notre table. Je vais commencer avec Gilles Durand, qui est secrétaire général de l'Association française du gaz naturel pour véhicules. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour. Bienvenue sur le Débathlon. Merci. Nicolas Rialan, qui est directeur environnement et relations publiques de la Confédération générale des planteurs de batteries. Vous êtes aussi porte-parole de la filière française de bioéthanol. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Bertrand Joubert, DGA de Symbio, pour le compte de la FIPAC. Vous êtes spécialiste de l'hydrogène. Merci de votre accueil, c'est ça. Merci à tous les trois d'être là. Donc, vous représentez chacun des filières dont nous allons évoquer à la fois les spécificités et le développement. Et évidemment, Evguita, notre rédacteur en chef, qui a préparé cette émission, qui est avec nous, qui rebondira tout au long du débat, et qui vous posera des questions, mais qui nous apportera aussi un éclairage avec la vision globale qui est la sienne. Alors, messieurs, d'abord, je vais commencer par vous demander quelles sont les spécificités de vos carburants, car ceux qui nous écoutent doivent comprendre aujourd'hui que le débat ne se situe pas seulement entre les énergies fossiles et l'énergie électrique, mais il y a aujourd'hui la montée en puissance d'énergie que vous représentez autour de cette table. Alors, Gilles Durand, d'abord, le gaz naturel pour véhicules. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les spécificités de cette énergie ? Alors, le gaz naturel pour véhicules, c'est du gaz naturel, donc c'est la molécule de méthane que l'on utilise pour se chauffer ou pour cuire des aliments, ou pour l'eau chaude sanitaire. Et donc, on utilise là comme carburant. Voilà. Et nous avons une version renouvelable qui est le biométhane, qui est donc issu de la méthanisation des déchets de l'industrie agroalimentaire, agricole, de l'industrie des déchets ménagers et des boues de stations d'épuration. Donc, c'est un carburant 100% renouvelable qui permet la valorisation des déchets fermentescibles. Voilà. Quel est le niveau de production aujourd'hui de ce gaz naturel ? Ce gaz naturel, il est importé, en fait, la partie fossile. Donc là, il n'y a aucun souci. Il y a pour 120 ans de réserve de gaz naturel, donc on a de quoi voir venir. Mais l'aboutissement de notre filière, c'est de passer 100% de l'activité du transport par gaz naturel à du biométhane, où là, on a des effets très intéressants sur les émissions de CO2. C'est-à-dire qu'avec un véhicule qui fonctionne au biométhane, on n'émet pas plus de CO2 qu'un véhicule électrique fonctionnant avec de l'énergie électrique renouvelable. Voilà, donc c'est un petit peu notre ambition d'arriver à 100% de biométhane. Les capacités de stockage sont importantes ? Les capacités de stockage, aucun problème. Enfin, je veux dire, on arrive à chauffer des bâtiments, à cuire des aliments avec du gaz naturel. On n'a jamais eu de rupture de gaz naturel, donc il n'y a pas de problématique de stockage du gaz. Il arrive soit par les réseaux, sur des gros gazoducs de pays étrangers, soit par bateau. Donc là, c'est du gaz naturel liquéfié qui arrive par méthanier. Donc il n'y a aucun problème d'approvisionnement. On est sur un carburant. Donc, où il n'y aura pas de pénurie, en fait. Est-ce que vous diriez qu'il y a une montée en puissance de ce gaz naturel ? Oui. Des alternatives ? Oui, au niveau mondial, il y a 20% d'augmentation de nombre de véhicules qui fonctionnent au gaz naturel depuis une dizaine d'années à peu près. On a aujourd'hui dans le monde 26 millions de véhicules qui fonctionnent au gaz naturel. Il y en a 1,3 million en Europe et il y en a 18 000 en France. Donc, on a du retard à rattraper, mais on pourra y revenir tout à l'heure. On va revenir sur les chiffres, les données, oui. Les infrastructures aussi nécessaires. Nicolas Rialan, donc vous êtes, on l'a dit, le porte-parole de la filière française bioéthanol, donc une énergie dont on parle aussi beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez nous en donner un peu les éléments de spécificité ? Oui, avec plaisir. Le bioéthanol est un carburant, un biocarburant, donc il est d'origine renouvelable. Il est issu de la fermentation de plantes. Dans le cas de la France, il est produit soit à partir de betteraves à sucre, soit à partir de céréales fourragères, ou encore des résidus de leur transformation en aliments. Et quand on parle de bioéthanol dans le langage courant, on entend souvent en fait le superéthanol 85, qui est un carburant disponible à la pompe. Il est composé de bioéthanol entre 65 et 85%, ça peut varier, et le reste étant du supercarburant classique. Il peut être utilisé par des véhicules de type essence, spécialement conçus pour fonctionner au superéthanol, parce que son contenu énergétique est moindre, donc il faut adapter en temps réel les paramètres moteurs. Et donc, soit on se procure un véhicule flex-fuel d'origine, ils ont été commercialisés par plusieurs constructeurs, et puis c'est en train de revenir avec Ford, mais on y reviendra. Soit on installe sur sa voiture essence un boîtier de conversion E85
Ces boîtiers ont été homologués par les pouvoirs publics fin 2017. Et aujourd'hui, ça veut dire que potentiellement 10 millions de voitures essence peuvent être converties au superéthanol E85 grâce à l'installation de ce boîtier. Le lien avec la Confédération générale des planteurs de betteraves? Eh ben, le lien, c'est que les planteurs, quand on parle des planteurs de betteraves, ce sont les planteurs de betteraves à sucre, et non pas la betterave légume que l'on mange en salade. Là, il s'agit d'une betterave blanche qui va être cultivée spécifiquement pour produire du sucre ou du bioéthanol. Et le résidu de cette betterave, une fois qu'on en a extrait le sucre, ça donne de la pulpe qui va être utilisée en alimentation animale et pour les bovins en particulier. Donc c'est un débouché important. Ça représente aujourd'hui 15% de la production betteravière française. Même question que pour Gilles Durand, vous diriez que cette énergie monte en puissance? C'est une énergie qui monte très clairement en puissance. Sur les derniers chiffres dont nous disposons, les volumes consommés sur les mois de janvier et février 2019, nous enregistrons une croissance de 99% des volumes. Alors certes, nous partons de bas. Le superéthanol E85 représente aujourd'hui 2,5% de toutes les ventes d'essence à l'échelle nationale. Donc on a évidemment une marge de progression importante, mais la demande est là, et notamment grâce à l'engouement du public pour les boîtiers de conversion qui permettent de faire des économies substantielles. On parle de 500 € économisés par an en moyenne sur son budget carburant. On va y revenir. Bertrand Joubert, donc DGA de Symbio pour le compte de la FIPAC, vous êtes un spécialiste de l'hydrogène. L'hydrogène, on en parle beaucoup. Rappelez-nous, malgré tout, les spécificités de cette énergie. Alors, l'hydrogène est une énergie qui se situe à la croisée des chemins entre le monde de l'électrique à batterie et le monde des carburants. Stricto sensu, l'hydrogène, j'apporte cette précision, n'est pas un carburant en tant que tel, parce que l'hydrogène dans un véhicule n'est pas brûlé dans un moteur. Il est utilisé pour mettre en place une réaction chimique avec l'oxygène de l'air pour fabriquer de l'eau et de l'électricité. Et in fine, faire avancer une voiture électrique qui est dotée d'un moteur électrique exactement comme on en voit dans les véhicules électriques à batterie. Alors, pour bien comprendre ça, un élément de chimie de base, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans notre univers et sur notre Terre. Le Soleil, c'est une boule d'hydrogène. L'eau est composée d'hydrogène. Les hydrocarbures sont composés d'hydrogène. Et ce que l'on met en œuvre, je dirais, dans la thématique de la mobilité électrique hydrogène, c'est qu'au niveau de la station-service, on vient extraire l'hydrogène de l'eau, ni plus ni moins qu'en faisant passer du courant électrique, si possible d'origine renouvelable, dans de l'eau. On stocke cette énergie hydrogène qui se présente sous forme de gaz comprimé, un petit peu comme le gaz naturel véhicule. Et lorsque le véhicule se présente à la station, on remplit le réservoir de ce gaz hydrogène. Et pendant que le véhicule roule, l'hydrogène est de nouveau converti en électricité pour faire avancer le moteur électrique. Cette énergie, je dirais, quand on a compris un petit peu ce positionnement à la croisée des chemins, on comprend tout l'enjeu qu'il y a autour du déploiement de la mobilité électrique hydrogène, puisque c'est une mobilité simple à l'usage, au même titre que les autres carburants qui sont présentés ici. Elle se trouve à la pompe, elle se distribue, elle se recharge très facilement. On a des autonomies très intéressantes qui sont les mêmes que celles qu'on trouve avec un carburant. Et en même temps, c'est zéro émission, au même titre que la batterie. Et on connaît, je dirais, la dynamique qui se déploie autour des véhicules électriques à batterie. Et nous sommes ravis de voir l'hydrogène s'inscrire dans cette dynamique. Yves, une première réaction après cette présentation liée aux spécificités de ces énergies? Alors j'avais une question sur le bioéthanol, c'est pourquoi on n'a que des pourcentages importants, parce qu'il y a déjà de l'éthanol dans les carburants essence, le Super 95 et le Super 97. Là on parle de 85%. Est-ce que c'est possible d'avoir des moteurs qui fonctionnent à 100% à l'éthanol? Ou est-ce que c'est compliqué à faire? On dit que ça mange un petit peu les joints en caoutchouc, ce genre de choses. Si c'était à 100%? Alors c'est tout à fait possible et ça existe. Au Brésil, par exemple, le carburant utilisé par les véhicules Flexfuel est 100% éthanol. En France, les pouvoirs publics, au moment de la définition des spécifications de ce carburant, ont souhaité avoir une part minimale d'essence parce que nous avons des conditions hivernales un peu plus froides qu'au Brésil. Et donc, c'est pour s'assurer que, en conditions hivernales, en démarrage à froid, au premier coup de clé, la voiture va démarrer.